Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Merci aux organisateurs. J'ai la lourde tâche de conclure la semaine pour ceux qui étaient cette semaine à la classe et le colloque les deux derniers jours. Donc, je vais essayer d'être dynamique. La présentation de M. Ted était très, très dynamique. Donc, merci à tous. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Ma présentation s'intitule La négociation intra-organisationnelle à l'ombre de l'entente finale. Exemple pratique de transdisciplinarité. J'ai oublié de mentionner d'ailleurs que depuis, je fais une petite parenthèse, j'étais doctorant quand j'ai soumis, depuis ce temps, je suis un bébé docteur. Donc, j'ai complété ma licence, ça fait juste quelques semaines. Donc, il s'agit en fait de vous présenter une recherche qui porte sur la négociation intra-organisationnelle qui, à mon avis, par le cadre conceptuel élaboré, met en relief l'importance de la transdisciplinarité pour obtenir les résultats. Donc, tout au long de mon exposé, je vais utiliser le terme négo-intra, ça signifie négociation intra-organisationnelle. Mon plan de présentation est somme toute classique. Vous allez trouver ça différent peut-être des autres présentations. Donc, une mise en contexte, situation-problème, analyse systémique, cadre conceptuel, cadre méthodologique, résultats et discussions, conclusions, quelques références. Puis, naturellement, je vais attirer votre attention particulièrement sur le cadre conceptuel, puisque pour moi, c'est témoigne le plus des différents courants disciplinaires qui contribuent à réfléchir sur la façon dont la transdisciplinarité contribue au changement des paradigmes. Donc, c'est parti. Plongeons dans mon monde de négociation. Donc, la mise en contexte, c'est une recherche qui porte sur la négociation intra dans le cadre d'une négociation collective. Donc, je suis vraiment en relation de travail, en relation industrielle. C'est particulièrement mon cadre conceptuel, comme je l'ai mentionné, qui permet de réfléchir à la question de quelle manière la transdisciplinarité contribue-t-elle au changement des paradigmes actuels. Donc, en fonction, je suis directeur adjoint d'un centre de services scolaires sur la Rive-Nord de Montréal. Je suis négociateur pour le ministère de l'Éducation, donc je négocie des conventions collectives, des conditions de travail pour le personnel de soutien et également pour le personnel professionnel. Je fais porte-parole dans mon centre de service pour une négociation locale. Donc, c'est vraiment ma recherche porte sur ma propre pratique. Donc, c'est vraiment au niveau professionnel que je me situe. Et lorsque j'ai fait cette recherche-là, dans le fond, le constat, c'était de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la négociation collective. Dans les médias, souvent, vous allez lire les journaux présentement, il y a une négociation nationale, vous allez voir toutes sortes de choses, c'est le résultat. Mais pour y arriver, il y a une négociation qui doit se vivre à l'interne de chacun des deux côtés. C'est ce qu'on va regarder là, dans quelques minutes. Donc, pour négocier, pour obtenir un accord final, ça prend 3 accords. Donc, ça prend l'accord à l'interne du côté patronal, ça prend l'accord à l'interne du côté syndical et naturellement, ça prend une entente entre les deux parties pour arriver vraiment à une entente collective qui est finale. Aussi, il faut connaître les 4 grandes étapes qui mènent à la convention collective. J'ai résumé ça très, très sommairement, qui sont autant de situations de négociation intra. Donc, tout d'abord, il y a la préparation et la consultation, élément très important. Ensuite, la négociation directement à la table principale, donc entre les gens. L'écriture des textes à ne pas négliger. Souvent, une grande partie de la négociation se vit à cette étape-là, qui est l'écriture fine des textes, parce qu'on a l'entente de principe, et ensuite, il faut écrire spécifiquement comment ça va atterrir dans une convention collective, donc il y a encore de la négociation à faire là, et naturellement la signature et la mise en application de l'ensemble de l'œuvre. Donc, je vais passer à la suivante, c'est une petite animation. Donc, le cœur de ma recherche, la question principale, c'est que fait le porte-parole patronal, je me situe vraiment du côté patronal, de la direction du service des ressources humaines en situation de négociation intra dans un centre de service scolaire pour obtenir ces mandats de négociation. Donc, le porte-parole, il fait quoi face à son patron, face à ses mandats pour aller chercher ces mandats de négociation? C'est ça vraiment qui m'intéressait. Donc, il s'agit d'une prise de conscience dans ma pratique quotidienne. Donc, je vous dis que moi, c'est un doctorat professionnel. Donc, c'est vraiment, je m'interroge sur ma pratique dans des situations de négociation intra que j'ai vécues. Donc, j'ai été amené à réfléchir au défi de quand j'entre de telles situations, puis surtout, là, me questionner comment agir de manière éclairée à ce sujet dans la conduite de mes propres dossiers de négociation.
Donc, plusieurs pertinences là, de cette étude-là. Donc, au niveau ontogénique, il s'agissait vraiment d'accroître mon efficacité, d'anticiper mes actions, de réduire certaines appréhensions, d'identifier les zones de développement. D'un point de vue plus local, c'était vraiment de reconnaître les sources de conflits potentiels, les zones d'incertitude, les climats organisationnels. Point de vue professionnel, il s'agit notamment d'obtenir une meilleure lecture de l'environnement, d'améliorer les rapports sociaux entre les différents acteurs. Au niveau social, la pertinence sociale, c'était de pouvoir peut-être ultimement préserver une certaine paix industrielle puis accroître l'efficacité de l'organisation. Et enfin, du point de vue scientifique, il s'agissait notamment de pouvoir documenter ce sujet-là, particulièrement en administration d'éducation, en ressources humaines et particulièrement en relations industrielles. Donc, pour bien circonscrire ma situation problème, c'est important pour moi d'en faire une analyse et c'est ce qu'on va regarder dans quelques secondes. Donc, l'analyse systémique, qu'est-ce que j'ai fait? Étant donné la complexité de ma situation, j'ai opté pour la théorie de l'écologie du développement humain de Brandtland-Brenner et Johnson. Donc, c'est vraiment au niveau de la complexité de réfléchir sur ma pratique. Il faut retenir dans cette approche en fonction des interactions entre les personnes et leur environnement, comme l'exprime L.A. et Renaud. Donc, c'est le sujet construit son environnement qui, par voie de retour, influe sur la construction du sujet lui-même. Donc, ça, c'est un élément qui est quand même très, très important. Donc, j'ai donc décortiqué ma situation problème à l'aide de l'analyse systémique pour en faire une représentation de tous les systèmes impliqués. Donc, aujourd'hui, faute de temps, je n'entrerai pas dans tous les détails des systèmes. Il faut retenir que je suis au centre. Donc, je ne vais pas tout les détailler, mais donc, je suis au centre de l'action, donc l'autosystème, et qu'il existe plusieurs microsystèmes qui sont supérieurs et immédiats à l'équipe de négociation, auxquels se greffent les mésosystèmes, donc des liens qui existent entre les différents petits microsystèmes. À cela s'ajoute l'exosystème, qui sont dans le fond l'État, la structure administrative, le macrosystème, les valeurs, la mission, la vision du centre de service scolaire, puis naturellement le chronosystème, c'est-à-dire que ça se déroule tout ça dans une perspective de temps. Donc, c'est ce qui m'amène à vous présenter, dans le fond, mon cadre conceptuel, puis de l'ensemble des disciplines mobilisées. Jusque-là, tout le monde est en mode digestion, ça va bien, c'est correct, on suit avec le cadre conceptuel. Donc, d'entrée de jeu, là, vous ne serez pas surpris. Je ne suis pas le premier à avoir étudié la négociation. Donc, ça existe depuis minimalement au 14e siècle, là, puis même bien avant, là, si on pense à Sun Tzu, etc. Donc, puis, petite parenthèse, il y a un film qui peut être intéressant à regarder, c'est sur la paix de Saint-Germain en 1570, qui explique vraiment là, au niveau de la négociation, c'est un petit bijou là, pour voir la négociation qui se vit à l'interne. Donc, je vous le mentionne au passage. Donc, il existe une multitude de définitions de la négociation et mon cadre conceptuel là, vraiment émerge de ma propre pratique, tout en étant bonifié là, par ma recension des écrits. Donc, Walton et McCarthy sont à l'origine d'une définition de la négociation intra, comme étant, en fond, ce sont des situations de conflit à l'interne entre les acteurs de sa propre organisation. Donc, pour leur part, Bourque et Tuderos traitent des configurations structurelles de la négociation, c'est ce qu'on va voir dans une petite minute. Donc, des négociations interpersonnelles, des négociations intra-organisationnelles et des négociations interpersonnelles. Donc, au fait de ma recherche, j'ai retenu la définition suivante, qui pour moi là, est très révélatrice. Donc, à gauche, vous trouvez la négociation. Donc, c'est un processus très important par lequel des personnes et des groupes qui possèdent des intérêts qui sont divergents entrent en pourparlers, naturellement, entrent en pourparlers parfois accompagnés de pression, par une certaine pression, afin d'en arriver à un accord qui leur sera mutuellement bénéfique là, dans le cadre du règlement d'une affaire. Donc, pour avoir une entente, naturellement, il faut que les deux parties soient d'accord, sinon il n'y a pas d'entente. Donc, vous retrouvez la négociation interpersonnelle entre des individus, entre des acteurs d'une même organisation, donc entre des organisations distinctes et entre des acteurs sociaux qui vont être distincts. Donc, le modèle en tant que tel que j'en ai fait, et M. Sheriff n'est pas là, mais j'ai opté pour le modèle de l'atome
mais ça n'a rien à voir avec la chimie, ça n'a rien à voir avec la physique. C'était vraiment simplement pour imaginer dans ma pratique et au terme de la recension des écrits, il y a 5 thématiques qui ressortent. Donc, les processus, on trouve les processus juridiques, consultatifs, décisionnels, les intérêts divergents. À l'intérieur de ça, on trouve le pouvoir, l'exercice du pouvoir, les jeux de pouvoir, les pressions internes, les conflits. Ensuite, au niveau des stratégies, on a le dilemme du négociateur, les relations de mandat, les types de processus, la préparation, la vision, les techniques, les tactiques, les choix des acteurs. Les communications, c'est une autre grande thématique en négociation intra. On a le rôle central des acteurs, les réseaux de communication, le contrôle de l'information, crédibilité, stratégie, relations sociales, les processus décisionnels et enfin, à ne pas négliger l'interdépendance, très important, des acteurs. Donc, la gouvernance, les valeurs, les rapports sociaux, structures sociales, ça se vit à plusieurs niveaux. Il y a toute la sphère relationnelle, l'historique des négociations antérieures qui est très importante également, les flux d'autorité d'information, les processus décisionnels, la collaboration, l'opposition et le retrait. Donc, je vous ai défini ça quand même assez rapidement, mais ce qui est important dans ce modèle-là, c'est que moi, je suis au centre, je lis dans ma pratique les 5 thématiques et alentour de moi, mes mandants et les gens avec qui j'interviens, les directions d'école, les directions de service, vivent également ces éléments-là. Donc, c'est pour ça que les anneaux représentent tout ce qui gravite alentour de moi et ça se veut vraiment complémentaire et j'ai ajouté quand même le mot peut-être transdisciplinaire. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'est que dans mon cadre conceptuel, comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, j'ai ressorti dans le fond chacun des éléments, des disciplines que j'ai traitées dans le fond pour obtenir mes résultats. Donc, pour les processus qui ont été mobilisés, c'est le droit du travail, le management, les relations industrielles, sciences de la gestion, sciences politiques, particulièrement politique sociale, sociologie. Lorsqu'il a été question des intérêts divergents, c'était le droit, le management, la psychobiologie, les relations industrielles, sciences politiques, sociologie. Vous allez voir qu'il y a des termes qui se regroupent. Ensuite, dans les stratégies, ce qui est ressorti, c'est vraiment l'anthropologie, les communications, le droit, le management, les mathématiques, la psychologie, les relations industrielles, la science de la gestion, sciences économiques, les sciences politiques, également sociologie. En communication, naturellement, communication est ressorti, droit, management, philosophie, relations industrielles, relations internationales, les réseaux sociaux, non pas Facebook, etc., mais la théorie des réseaux sociaux de Berkeley notamment. Sciences de la gestion, sciences économiques, sciences politiques, sociologie. Et le dernier, en termes d'interdépendance, on retrouve les communications, management, relations industrielles, sciences de la gestion, sciences économiques, politiques et sociologie. Donc, tout ça regroupé dans mon modèle. Donc, j'ai placé au centre ce qui était vraiment commun. Donc, on retrouve pour moi-même le management, les relations industrielles, je pense que ça va de soi parce que je suis en relation du travail, sciences politiques, sociologie. Mais on retrouve également toutes les autres disciplines que j'ai nommées qui, en soi, je reprendrai peut-être lors d'une communication, la première communication qu'on a eue hier, c'est un peu peut-être la puissance qui vient s'ajouter à tout ça avec les autres disciplines que j'ai nommées, qui contribuent dans le fond à la transdisciplinarité pour l'obtention de mes résultats. J'espère que je ne vais pas trop vite, mais tout ceci, mon cadre conceptuel, naturellement, j'avais des questions, une recherche. Donc, c'est sûr que je me posais des questions normalement. Au-delà de mes questions principales, je voulais savoir c'est quoi la part des processus, comment parer aux intérêts divergents, c'est quoi les stratégies déployées, comment les communications sont exploitées, puis comment se manifeste l'interdépendance des acteurs. Donc, c'est ce qui m'intéressait. Donc, au niveau de mon cadre méthodologique, rapidement, donc, c'est une analyse qualitative, qui est d'abord centrée sur ma pratique professionnelle, situation de négociation locale, donc j'ai pris une situation que moi-même je négocie à l'interne avec une accréditation syndicale pour le personnel de soutien, et j'ai utilisé l'entretien d'explicitation, donc ce que Vermèche met de l'avant. Donc, je me suis moi-même soumis à un entretien d'explicitation avec un chercheur reconnu dans l'application de la technique, qui était le docteur Frédéric Livon de l'Université de Genève. Un coup que j'ai fait ça, j'ai passé le recrutement naturellement d'autres personnes. Donc, j'ai 3 collègues qui ont vécu la même situation que moi, des situations comparables, pour lesquelles j'ai traité d'informations en termes d'entretien d'explicitation. Et je me situe, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, dans le paradigme plus professionnel. Donc, je suis orienté davantage sur les concepts du rôle de porte-parole, plutôt que sur les rapports des concepts liés à la réalité. Donc, la négociation du porte-parole, donc une voie ontologique. Je m'intéresse davantage aux normes de la négociation intra, plutôt qu'à la signification factuelle des théories.
Je suis plus pragmatique dans mon approche qui me concentre davantage sur le savoir-faire que sur les instruments et les méthodes d'investigation. J'oriente mon travail sur les manières de nommer les formes d'action plutôt que les styles de modélisation que je pourrais en faire. Puis enfin, dans mes réflexions et questionnements, j'ai en tête l'efficience et l'efficacité plutôt que la vérité et la vraisemblance. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là que je me situe. Donc, ma collecte des données, très rapidement, ce n'est pas l'objet de la présentation. Là, il y a eu l'identification des techniques de collecte de données, l'obtention du certificat d'éthique, l'approbation de la technique de collecte, ensuite le recrutement des participants, la transmission du formulaire de consentement, la confirmation des entretiens avec les participants, la collecte en tant que telle, la retranscription des entretiens et la validation et la retranscription. Donc, c'est ce qui m'a amené, dans le fond, à avoir une démarche qui est plus inductive. Donc, en vert, c'est moi-même. P1, P2, P3, ce sont les trois participants. Donc, j'ai fait la retranscription, la validation. Ça m'a amené à décontextualiser les informations pour ensuite les recontextualiser. Et tout ça m'a permis d'obtenir, dans le fond, 27 codes utilisés, répartis en fonction de mes 5 thématiques pour répondre à mes questions de recherche. Donc, en résumé, ma séquence du processus de codage, j'ai eu 836 dans le fond, expressions de code, je vais dire comme ça, qui ont amené, là, dans le fond, à 283 passages représentatifs. Donc, j'avais 34 codes au départ, mais après analyse, il y en a que j'ai regroupés ensemble. Donc, j'ai terminé avec 27 pour obtenir, dans le fond, 5 thématiques. Donc, résultats et discussions. Qu'est-ce que j'ai trouvé de tous ces éléments-là? Donc, j'ai identifié dans le fond 95 comportements clés en situation de négociation intrant qui se reflètent en 15 postures du porte-parole. Donc, j'ai 13 comportements pour les processus, 25 pour les intérêts divergents, 27 pour les stratégies, 20 pour les communications et 10 pour l'interdépendance. Donc, pour faciliter l'expression des 15 postures du porte-parole en situation de négociation intrant, j'ai fait un schéma intégrateur que je vais vous présenter dans quelques minutes. Pour bien comprendre le schéma intégrateur, parce que je ne vais pas toutes les détailler, certains d'entre vous doivent prendre le train, l'autobus, etc., la voiture, donc je ne vais pas étirer ça jusqu'à 6 heures ce soir, mais je vais vous présenter un élément qui va vous aider à comprendre le schéma que je vais vous présenter. Donc, lorsqu'il est question de préparation, ce qui est ressorti, les données m'ont montré que le porte-parole, dans le fond, pour la préparation, il cible les personnes clés associées au dossier. Il va transmettre les informations à l'avance. Il va procéder à la mise en contexte du dossier. Il va élaborer des propositions exploratoires et ainsi les annoter. Il va tester ces propositions-là, puis il va anticiper le cheminement du dossier. Donc, tout ça, lorsqu'il est question de préparation, le porte-parole, il se trouve être en fond structurant. Pour l'aspect temporel, donc, il prévoit des rencontres ad hoc, il organise minutieusement les rencontres, il rencontre les objectifs atteignables, discute des situations exceptionnelles, puis limite les discussions, donc il est prévoyant. Puis enfin, lorsqu'il est question d'environnement et les aspects environnementaux et financiers, donc il veille à occuper un bon positionnement physique puis soumettre une proposition pour vivre une période limitée, donc il est davantage orientant. Donc ça, c'est un exemple pour le premier élément qui porte sur les processus. Donc, tout ça mis ensemble, j'en ai fait le schéma intégrateur suivant que je vais vous expliquer qui se trouve dans le fond à répondre à mes 5 questions de recherche. Donc, les petits numéros, naturellement, c'est le cycle. Donc, en bas, vous retrouvez au numéro 1, vous avez le porte-parole qui est face à son mandat. Donc, naturellement, échange d'idées entre les deux. Le porte-parole veut obtenir un mandat de négociation. Donc, il y a une reconnaissance d'une situation de négociation intra par le porte-parole. Et là, immédiatement, les 5 thématiques, dans le fond, s'enclenchent. Vous remarquerez que les engrenages, j'ai pris le modèle de l'engrenage pour voir que c'est vraiment emboîté, ils ne sont pas de la même dimension. Donc, il y a un certain poids relatif qui peut s'exercer. Et à partir de là, les comportements clés se mettent en branle aussi. Et pour en arriver avec les actions portées pour le porte-parole. Donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est vraiment pour les processus structurants, prévoyants, orientants. Et s'il utilise davantage les intérêts divergents, il va être plus alerte, il va être plus englobant, parfois indulgent. Lorsqu'il utilise des stratégies, donc il va être averti, engageant, attentionné et insistant. Lorsqu'il traite davantage au niveau des communications, c'est transparent, conciliant, également polyvalent. Puis enfin, au niveau de l'interdépendance, il se doit d'être vigilant et prévenant. Donc, naturellement, ce n'est pas linéaire.
en fonction de mon patron ou de mon mandant, je vais utiliser chacun de ces éléments-là en fonction des situations pour arriver, sixièmement, à obtenir la proposition de négociation et, ultimement, obtenir mon mandat de négociation, ce qui fait en sorte que la roue recommence. Donc, c'est vraiment de cette façon-là, c'est ce qui est ressorti là, dans le fond des éléments avec l'ensemble des participants de la recherche. Donc, en termes de conclusion, quelques limites. Divulgation d'informations stratégiques, ce n'est pas simple en termes de recherche. On cherche à décoder la boîte noire de la négociation, mais que les gens puissent vraiment nous divulguer l'information qui peut être parfois hautement stratégique. Première limite, j'en avais plusieurs, j'en ai cité les deux principales. Deuxièmement, l'échantillon des participants. Donc, d'avoir des gens qui vivent exactement le même type de situation. Comme moi, j'ai fait une négociation locale. Plusieurs DRH au Québec font de la négociation locale, mais dans les mêmes, somme toute, même environnement et tout ça. Ça peut être parfois difficile. En termes de prospective, ça, c'est sans doute bon d'approfondir au niveau du facteur temps, comment ça se déroule tout ça, la négo intra. La prise en compte de l'intelligence émotionnelle du porte-parole, je considère qu'il y a des choses encore à creuser à cet égard-là. Les jeux d'interaction spécifiques également. Tout ce qui est le réseau de communication et le fait de développer peut-être certains indicateurs là, pourrait être intéressant également. Enfin, en terminant, dans le cadre de ma recherche, je trouvais que ça résume bien là, pour moi. En tout cas, je vous ai placé l'article 3 de la Charte de la transdisciplinarité. On dit la transdisciplinarité est complémentaire de l'approche disciplinaire, donc moi je suis en administration de l'éducation. Elle fait émerger de la confrontation des disciplines, avec tout ce que je vous ai montré, le management, sciences de la gestion, des nouvelles données, qui les articulent entre elles, et elle nous offre une nouvelle vision là, de la nature et de la réalité. Donc, la transdisciplinarité ne cherche pas la maîtrise de plusieurs disciplines, mais l'ouverture de toutes les disciplines à ce qui les traverse et les dépasse. Je trouvais que moi, dans ce que j'ai fait, je trouvais que ça pourrait être un exemple peut-être plus pratico-pratique de comment tout ça peut se vivre. Alors, voilà, quelques références. Et j'espère ne pas avoir été trop vite et que vous êtes toujours bien avec nous. Donc, merci de votre attention.